Salam alaikum Mazoul, bonsoir. L'affaire Haddad n'en finit pas de susciter des questions, mais aussi, à sa manière, de dévoiler des postures, de montrer des acteurs politiques de premier plan sous leur véritable jour. Ainsi, nous aurons tous constaté que de nombreux médias qui faisaient leur chou gras et feu de tout bois d'événements et d'autres qui n'avaient aucune importance véritable, et des journalistes qui se considéraient un peu comme les gardiens du temple, qui estimaient que leur lecture était toujours la seule qui vaille, sont les uns et les autres, dans le meilleur des cas, dans l'expectative, là, en train d'attendre, voire aux abonnés absents. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas à quoi s'en tenir, puisque de toute façon, ils ne savent toujours que ce qu'on leur dicte de dire. Mais là, en l'occurrence, devant un tel charivari, un tel bouleversement, cette humiliation publique d'un personnage de premier plan, proche parmi les proches du principal baron du régime, voilà qu'ils se confinent d'eux-mêmes au silence, qu'ils se rencognent dans les plis de la prudence et qu'ils se départissent de leur goîtreuse suffisance. Non seulement parce qu'on ne leur dicte rien à l'oreille, mais surtout parce que l'exercice est particulièrement périlleux. Ils voudraient bien pouvoir dire leur avis, nous révéler leur si précieuse lecture, mais ils ne savent pas encore d'où vient le vent, ni surtout où il va. Les personnages en question sont trop importants pour être égratignés. Ils se font oublier donc tous ces gens en nous faisant croire qu'ils sont trop professionnels pour se laisser aller à de vaines spéculations, qu'ils sont en train d'investiguer, comme ils disent, et qu'ils nous livreront leurs précieux oracles quand ils estimeront qu'ils ont enfin eu le fin mot de l'histoire. Et c'est pareil pour la classe politique dans sa quasi-totalité, si l'on accepte les rares et habituels téméraires qui ne sont pas au râtelier et qui ne se sustentent pas à la mamelle du régime, qui ne sont ni dans ses travées ni dans ses bonnes grâces et qui sont vraiment les seuls à s'aventurer dans les seules lectures qui nous parviennent en ce moment. Pareil aussi et surtout pour les formations politiques du Sérail, RND, FLN, islamistes de service, épiceries politiques, organisations dites de masse et tous ces relais si diserts d'habitude qui tiennent salon ouvert et qui s'expriment sur toutes les insignifiances, qui déblatèrent sur tout et n'importe quoi, sur le programme de Fakhamatuhu, sur les méfaits de la main étrangère qui font des effets de manche et qui ne craignent jamais de monter au créneau des vanités que leur aménagent leurs potes des médias débonnaires. Sinon, malgré une agitation relative des réseaux sociaux pour les mésaventures de Haddad et de son pote, Sidi Saïd, l'opinion publique, comme à son habitude, ne se sent ni concernée, ni intéressée et continue de vaquer à ses préoccupations ordinaires. Mais il n'empêche qu'une certaine inquiétude commence à se manifester au sein d'une société qui se pose de vraies questions désormais. Fort heureusement, malgré l'absence remarquée de la quasi-totalité des médias, des intellectuels, de la classe politique, il s'est passé que de vrais médias, de vrais journalistes, de vrais politiciens et de vrais intellectuels parviennent à faire entendre leur voix maintenant, au milieu du silence assourdissant des autres. Et même parfois, malgré la désinformation et la manipulation de mercenaires missionnés pour semer la confusion et fourvoyer l'opinion publique. Des questions se posent donc, dont certaines lancinantes, et qui ne resteront certainement pas sans réponse, puisque la rue ne sera pas éternellement silencieuse. L'argent n'est plus là, ni pour l'anesthésier, ni pour la formater.
à la suite des événements. Oui, des questions se posent. Cette affaire Haddad a-t-elle été montée de toutes pièces? Haddad a-t-il été piégé? Lui a-t-on suggéré de se rendre à l'école supérieure de la sécurité sociale au même moment où l'on avait enjoint au Premier ministre de le chasser, son ménagement? Et qui a donné l'information à la presse de son humiliation? Qui a dit à la presse que Tebboune a exigé que Haddad soit chassé comme un malpropre? Sachant la proximité de Ali Haddad avec Saïd Bouteflika, pour ne pas le nommer, le véritable chef du régime en fait, Tebboune aurait-il osé l'humilier de cette façon, tout seul comme un grand? Aurait-il pu se permettre un tel luxe? Et s'il s'avère, ce qui semble être le cas, que le régime a décidé de se délester d'une partie importante de ses relais les plus interlopes, de faire peau neuve, de se refaire une virginité, de se débarrasser avec fracas de ces nombreux prédateurs qui donnent de l'État algérien l'image d'une mafiocratie par trop compromettante. Quel serait l'objectif de cette opération de nettoyage des écuries d'Ogia? Et dans ce cas, par qui a été décidée cette stratégie de mutation, ou plutôt de ravalement de façade? Et pourquoi? Pour préparer la succession du président? Et quel est le rôle de l'armée dans ce scénario? Cette armée qui devient subitement une vraie grande muette. Kilmala. Et enfin, question subsidiaire, s'il en est, à la limite un peu stupide. Comment va-t-on nous expliquer que certains vont être sacrifiés à l'autel de la purification pendant que d'autres se rendent épargnés, sachant que les mafiocrates sont légion, nichés au cœur même de l'État et à ses plus hauts sommets? Aujourd'hui, liberté. Rupture de confiance entre le gouvernement et ses alliés traditionnels, les dessous d'un clash inattendu, par Sofiane Aïtiflis. Al-Watan, Ali Haddad, Saïd Bouteflika, la rupture, par Misbah Salim. Maghreb émergent. Après son bras de fer avec Tebboune, Haddad s'attire les foudres des patrons, par Ammar Ingreshen. avec nous pour en parler, Saïda Nerza, une femme d'affaires et des journalistes, Salim Mosbah, Idir Tazrout, Mustafa Mazouzi, Mouh Kebsi et Hassan Loussif. Nous allons commencer par Saïda Nerza. Merci d'être avec nous, Saïda Nerza. Nous l'avons perdue, nous allons tout faire pour essayer de la retrouver. Et Salim Mosbah est avec nous. Salim Mosbah, journaliste à Al-Watan, merci d'être avec nous, Salim Mosbah. بدأنا بسعيدة نغزة. ثم نعاود هذه تاع افيك نو. نبدأ وبعد يتلحق هي.
Avec nous, Salim Masbah, journaliste à Al-Watan. Merci d'être avec nous, Salim. Merci à vous, merci de votre invitation. Merci. Alors, finalement, votre journal a titré sur l'affaire Haddad la rupture. Vous pensez que cet homme qui était très proche de Saïd Bouteflika, ou du moins dont on dit qu'il était très proche de lui, et que c'est grâce à lui qu'il a constitué l'essentiel de sa fortune, vous pensez qu'il y a vraiment rupture? Je dirais plutôt que les relations se sont un peu distendues. Ah, mais ce n'est vraiment pas la même chose. Distendu, bon, ça arrive. Qu'entre partenaires, il se passe des choses et d'autres. Mais une rupture à ce niveau-là et à ce niveau de collaboration, tel qu'a titré votre journal, ça laisse penser que le divorce est consommé. Alors, écoutez, il y a de fortes chances, effectivement, que le divorce soit consommé. Le temps nous le dira. Les semaines qui arrivent nous diront jusqu'où ce divorce ira. Mais c'est clair que ce qui se passe pour Ali Haddad est un signe qu'il y a une volonté de faire en sorte qu'il s'éloigne le plus possible des affaires de l'État. Mais à votre avis, Salim Masbah, est-ce que c'est une opération un peu manipulite pour essayer de nettoyer les environs, pour faire croire que le régime est en passe de changer en profondeur, de se moraliser? Ou alors est-ce que c'est juste une opération, est-ce que juste un accident qui est survenu, une incompatibilité d'humeur entre Tebboune et Haddad qui a mal tourné? Non, je milite plutôt pour votre première hypothèse. Oui. Ce qui est clair, c'est que quand Tebboune demande un consensus national, recherche un consensus national pour lancer les prochaines ce qu'on sait, c'est que il va y avoir des actions économiques très dures envers la population. On va demander des sacrifices aux Algériens et que ces sacrifices, on ne peut pas imaginer les demander alors que ceux qui symbolisent ceux qui ont symbolisé en fin de compte la rapine, le système affairiste continue à apparaître au devant de la scène. Mais Salim Masbah, justement, Tebboune parle de son objectif de séparer les affaires du pouvoir. Ce sont les termes qui ont été utilisés. Mais le problème, c'est que l'argent était séparé du pouvoir avant que n'arrive Bouteflika. Il y avait l'armée, il y avait tout ce qu'on veut, les services de sécurité, mais il n'y avait pas d'argent qui était au premier cercle. Or, celui qui a ramené l'argent au cœur du pouvoir, c'est bien la fratrie Bouteflika. Haddad, par exemple, il a été fabriqué de toutes pièces par Saïd Bouteflika et par personne d'autre. Ça, c'est votre analyse. Effectivement, mais l'argent est arrivé au moment où le prix du pétrole a pratiquement atteint $100. C'était inévitable à ce moment-là qu'il y ait une concentration d'hommes d'affaires qui profitent du système, qui profitent de l'argent qui coulait à flot à ce moment-là. Ça, c'était inévitable à mon avis. Alors, qui a profité du système? On sait, il y a énormément de noms qui circulent, dont sûrement Haddad. Mais aujourd'hui, Haddad devient un problème. Plus qu'une solution, ça devient un véritable problème. Pas uniquement lui, on voit bien qu'il y a dans d'autres secteurs, d'autres personnes qui deviennent des problèmes. Mais Salim Masbah, justement, vous faites bien de soulever ce lièvre, j'allais dire. Il n'y a pas que Haddad à être à la tête d'une fortune douteuse. Pourquoi le sacrifier, lui, alors qu'ils sont, pour ne rien exagérer,
au moins des centaines à très haut niveau de richesse, de fortune. Je ne dis pas des milliers qui sont nés comme ça du jour au lendemain dans les plis de la débrouillardise et du coup de fil. Donc pourquoi Haddad? Alors, je pense que vous posez très mal le problème parce que vous êtes obnubilé par l'oligarchie qui a fait fortune et donc vous posez très très mal le problème. Le problème n'est pas de savoir quelles sont les personnes qui ont profité du système, c'est de dire Haddad a outrepassé son rôle. Il est là le problème de Haddad. Haddad est un homme d'affaires qui a pris d'assaut le FCE, qui est l'organisation patronale la plus puissante en Algérie. Il est le patron du FCE et qu'il s'est donné, par son attitude, par son activisme, un rôle qui outrepassait son périmètre d'action qui lui était dévolu par sa fonction. Donc c'est ça qui pose problème. Non mais là, il y a comme une contradiction un peu, et ce n'est pas que je vous rends un chien de ma chienne, hein, loin de là, mais oui. Vous nous dites d'un côté que le régime a décidé donc de changer sa façade. Et puis après, vous nous dites que c'est Haddad lui-même qui s'est mis sur l'autel à sacrifice. Il faut savoir. Est-ce que l'opération a été décidée de procéder à un ravalement de façade ou est-ce parce que c'est Haddad lui-même qui a provoqué la situation? Haddad fait partie du problème qui se pose lorsqu'on veut, comme vous dites, un ravalement de façade. Il ne peut pas se faire avec un président du FCE, par ses interventions innombrables. Il faut revenir au rôle joué par Haddad pendant le passage de Sellel à la tête du gouvernement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un activisme quotidien. Il appelait les ministres. Enfin, c'est tout ça qui est aujourd'hui remis en cause et qui est refusé par le Premier ministre actuel. Donc, ce qu'on demande à Haddad, c'est de revenir à ses prérogatives. Il est patron de la première du FCE. Il n'est pas un Premier ministre bis. Il est juste patron du FCE. Merci Salim Masbah. Au plaisir de vous revoir dans cette émission. Et nous recevons Monsieur Hassan Lossif, journaliste. Hassan, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à Si Jamaldine, mon cher ami, et merci à vous de m'avoir invité. Je vous salue, je salue tous ceux qui travaillent à Al-Maralabia ainsi que ceux qui nous regardent. Merci beaucoup Hassan. Alors Hassan, d'abord votre avis sur ce charivari qui s'est passé donc Annecy-au-Lieu. Je dis Annecy-au-Lieu parce que pour la logique du système, Ali Haddad est bien au-dessus des ministres, des présidents de partis, puisque on l'a tous vu, hein, quand il accorde audience à des ministres, ils font antichambre dans ces locaux, ils l'attendent pendant 2 heures. Alors au moment où lui prend tout son temps, il les reçoit quand il veut. On a vu des antichambres d'une 15aine de ministres. On a vu des antichambres d'ambassadeurs en train d'attendre qu'ils veuillent bien les recevoir. Et donc c'est pour ça que je dis Annecy-au-Lieu. Ce n'est pas très objectif de ma part, bien sûr. Alors, votre avis? Pour reprendre une formule de l'historien, l'éminent historien Mohamed Harbi, en Algérie, il y a une guerre de sens. Dans ce charivari, comme vous dites, Si Jamaldine, nous assistons à un semblant de débat animé par 3 exemples de sous-produits de la contrefaçon du régime. Cette contrefaçon est destinée justement à empêcher l'émergence d'un leadership politique, social et économique en Algérie. Pour le politique, l'exemple, c'est Tebboune. Il est issu de l'ENA, il a fait l'ENA, il est issu de l'administration, donc d'une administration qui est utilisée comme force sociale et comme force de conditionnement de la vie publique.
Abdelmajid Sidi Saïd, bon, il est issu d'un mouvement syndical qui a été détourné à des fins de soutien du régime, puis à des fins d'empêcher l'émergence de toute forme d'une forme d'organisation syndicale autonome. Le troisième, il s'agit de Ali Haddad. Ali Haddad, il est issu d'un milieu d'affaires intimement lié à la distribution mafieuse de la rente. Donc, dans ce semblant de débat, il est question d'une construction, d'une tentative de construction d'une légitimité artificielle pour le gouvernement de Tebboune. Bien sûr, dans cette construction, dans cette tentative de construction, il est question aussi de coercition. Attendez, Hassan, je n'ai pas très bien saisi. D'après vous, toute cette opération... D'abord, est-ce que c'est délibéré ou est-ce que c'est arrivé par accident pour une incompatibilité d'humeur quelconque? D'abord, selon vous. L'incompatibilité d'humeur, je n'accorde pas beaucoup d'importance. Donc ça a été délibéré, ça a été préparé. Oui. Ça a été délibéré dans quel sens? Ça veut dire pour chasser Haddad, Ali Haddad. Ça veut dire on l'aurait attiré là pour le chasser ensuite, pour en faire du spectacle, pour asseoir la légitimité, la force, tout ce qu'on voudra de Tebboune. C'est ce que vous nous dites? Non, ce que j'essaye de dire, c'est que toute cette diversion-là, qui est organisée, est faite de coercition psychologique, justement, qui voudrait nous pousser à nous positionner par rapport à Haddad, par rapport à Sidi Saïd, par rapport à Tebboune. Tout cela vise à nous éloigner à la question de fond qui est celle de l'héritage du système, de l'exercice du pouvoir et de la distribution de la rente que l'on présente sous l'appellation de l'après-Bouteflika. Mais Hassan Lossef, excusez-moi, nous sommes amis, nous nous apprécions l'un l'autre, nous nous apprécions beaucoup, vous et moi. Merci. Mais j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais que vous nous parliez clairement, parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cette affaire a-t-elle eu lieu? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça a été mis sur chantier, appliqué, réalisé pour obtenir un résultat donné? Ça veut dire préparer la succession, ravaler la façade du régime, en faire un régime qui semble plus honorable, plus propre. J'aimerais que vous nous expliquiez de façon claire. C'est ce que je suis en train de dire, justement. C'est la deuxième thèse que vous venez d'évoquer. On est en train de... Ils veulent ravaler la façade. Ravaler la façade, si on veut. En fait, oui, ravaler la façade, et puis et ça s'inscrit dans les grands rééquilibrages qu'ils disent. Ils appellent ça comme ça, les grands rééquilibrages au sein du régime. Pour permettre justement de réussir cette opération d'héritage du système sans qu'il y ait dérapage. Alors, moi, je vais vous livrer une parmi des analyses qui sont en train de circuler. Vous me direz votre avis. Il y a certains milieux qui pensent, des milieux très sérieux, qui sont très initiés en matière de régime algérien, qui sont en train de dire que pour préparer l'après-Bouteflika, certains parlent même de préparer la candidature de Saïd Bouteflika, pour vous dire. Donc, pour préparer l'après-Bouteflika et ce qui va donc la mettre sur rail, la campagne qui va permettre la succession, ce régime a besoin de se délester. D'où le titre de notre émission aujourd'hui. Rupture ou délestage. Donc, ils doivent se délester de leurs partenaires, de leurs relais les plus compromettants, les plus, les plus compromis aussi, qui se sont livrés à un véritable pillage, qui sont détestés par les Algériens. Et c'est d'ailleurs bien pour ça, disent ces analystes, qu'on a choisi,
parmi les plus antipathiques pour l'opinion publique de gens pour les sacrifier. Ces ministres qui ont été chassés, ce Haddad qui est en train d'être lynché, Sidi Saïd qui est en ligne de mire. Ça veut dire que les gens que l'opinion publique déteste. Donc voilà, je m'excuse d'être aussi lent. Est-ce que vous plaideriez pour une telle thèse? Oui, pour une grande partie, oui. Seulement, j'ajouterai une chose, c'est qu'on est en train, à travers tout ce processus-là, de nous créer une nouvelle réalité, et on est en train on tente de nous inculquer cette réalité et de nous préparer psychologiquement pour cette opération-là, appelée l'après-Bouteflika. D'ailleurs, le fait de se délester de certains éléments du régime, enfin des soutiens ou bien de certains éléments du régime, sert à deux choses. Premièrement, à donner l'impression du changement, d'un changement qui serait venu de l'intérieur du régime alors qu'il n'en est rien du tout. Et deuxièmement, il sert de valeur d'exemple pour la base sociale du régime. Parce que il est question aussi pour le régime de gérer sa base sociale dans cette opération d'héritage qui est très, très délicate. Et puis, laissez-moi parler un petit peu si vous permettez... Bien sûr, Hassan. Parler du piège historique dans lequel nous nous trouvons actuellement. C'est que nous venons d'évoquer un aspect de ce piège, c'est celui de l'héritage du système que voudrait assurer le régime sans qu'il y ait dérapage. Le deuxième aspect, c'est celui de la société. Alors, ce deuxième aspect, Hassan Rossif, je vais vous demander de rester avec nous, de patienter un petit peu. Je sais que vous avez demandé à être libéré, mais nous allons vous garder un peu. Juste parce que nous avons un petit problème de téléphone, nous allons profiter d'avoir Mohamed Khamsi avec nous, journaliste au Soir d'Algérie. Merci d'être avec nous. Mohamed Khamsi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir Mohamed Khamsi. Alors, droit au but, donc quel est votre avis sur ce qui vient de se passer, sur cette histoire Haddad? Je pense que c'est un autre épisode dans la lutte de clans, la lutte que se livrent les divers clans au sein du pouvoir. Donc, il reste maintenant à voir le timing de cet épisode qui doit interpeller plus d'un observateur. Voilà. Et vous pensez qu'une telle affaire puisse être la partie visible d'une lutte de clans, que ce n'est pas, comme le disent d'autres, une opération nettoyage des écuries d'Ogia, que ce régime veut sacrifier les plus compromis autour de lui pour paraître plus propre? Oui, exactement. Je pense que au sein du Sérail, on est suffisamment conscient que il souffre d'un manque manifeste de légitimité, surtout avec les dernières élections, que ce soit législative de 2012 ou celle de 2017, qui ont vu une bouderie citoyenne des plus manifestes. Donc, je pense que au plus haut sommet du pouvoir, il y a pris de conscience de cet aspect. Donc, on essaye de combler un peu ce déficit de légitimité par justement, je dirais une tentative d'opération même morte, mais ça m'étonnerait qu'on puisse aller au bout. Hein. Donc, je ne pense pas sincèrement, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse. Il ne faut pas s'attendre. Pourquoi on ne pourra pas? Parce que, est-ce que, selon vous, pour rester dans le cas de Haddad, est-ce que Haddad
sera facile à liquider, à neutraliser, à évacuer, lui qui pourtant détient de très lourds secrets sur ses, j'allais dire, sur ses complices, sur ses associés aussi, puisqu'il est très certainement le prête-nom de très grands barons du régime. Je pense qu'il ne faudrait pas se focaliser sur une personne ou la deux. Parce que c'est lui, hein. En l'occurrence, c'est lui, et lui seul qui est au cœur de la tourmente. Je pense que le patron du FCE n'est que la partie visible d'un immense iceberg. Donc, parce que derrière lui, il y a toute une armada comment dirais-je, de gens comme lui, sinon plus. Et justement, c'est ce que se disent les gens. Ils se disent, oui. Vous dites que vous êtes en train de nettoyer, ravaler la façade, mais cette façade, il n'y a pas que Ali Haddad, ils sont des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers, à des gens qui sont tout aussi compromis. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse aller jusqu'à sacrifier. Peut-être qu'on pourra sacrifier Haddad, mais pas au point où la Vox Populi le souhaite ou le veuille. C'est-à-dire, on fait un scénario Khalifa bis ou là. Ça m'étonnerait. Hein, alors, une question, Mouha-Qabsi, une question que se posent beaucoup de gens. Et l'armée dans tout ça. Cette armée qui a toujours été omniprésente, même quand elle ne s'exprime pas, qui a toujours été la principale décideuse, si je peux dire, et dont on n'entend plus rien. C'est vraiment devenu la grande muette. Exactement, mais bon, c'est le constat. Moi, je me limite au constat concernant l'AIP. Donc, pour l'instant, comme vous le dites, il reprend un peu son rôle de grande muette. Voilà, donc on sent que, je ne sais pas ce qu'on laisse faire, ou peut-être qu'il va intervenir peut-être au moment opportun. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'engagement du secrétaire général de l'UJTA aux côtés du patron du FCE? Eh ben, ça reste la grande énigme parce que ils sont dans un syndicat qui s'est toujours manifesté du côté du plus fort. Voilà qu'elle se ligue avec les patrons contre le Premier ministre. C'est pour vous dire que c'est une autre comment dire, c'est un autre épisode du lutte de clan. Il y a comment dirais-je, il ne faut pas s'étonner que demain, que par exemple le GTA puisse se retrouver avec Tebboune. Il ne faut pas s'étonner. Écoutez, tout est possible. Je suis d'accord avec vous. Parce que déjà, on a vu que pas mal d'organisations patronales se sont rétractées. Oui, en effet. Ben, écoutez, merci Mouha-Qabsi, au plaisir de vous revoir. Et avec nous, Mostafa Mahzouzi, journaliste à Alger. Mostafa Mahzouzi, merci d'être avec nous. Bonjour, Mostafa Mahzouzi. Alors, Mostafa Mahzouzi, vous êtes avec nous? On va essayer de le rappeler et donc je reviens à mon ami Hassan Loussif. Hassan Loussif ou Saïda Nerza. Saïda Nerza. Allô? Saïda Nerza, vice-présidente de la CGEA, une organisation patronale. Merci d'être avec nous, Saïda Nerza. Merci, مسي جمال مساء الخير. مساء النور بارك الله فيك يعيشك. رئيس الكونفدرالية مش فيس بريزيدونت رئيس excusez-moi, سامحيني. Présidente de la CGEA. CGEA, c'est une organisation patronale. Hein? نعم. نعمتك دائما. سيدة سعيدة نغزة تقدر تعطينا رأيك en français ou en arabe comme vous voulez. Comme vous voulez, كما تحب. En français alors. Puisque c'est une émission en français. Alors, au sujet de cette histoire de Haddad, avec lequel vous avez eu vous-même
de graves problèmes. Hein. Vous dites avoir été persécuté par ce monsieur, qu'il a lâché contre vous la justice, ses journaux, ses affaires, ses hommes de main, etc. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Saïda Nrza, présidente de la CGEA? Monsieur Jamal. Anam. مساء الخير. مساء النور. مسيو جمال كنت تسمعوا بيا باسكو جو سوي اون روت تلمسان. نسمعوا فيك تري بيان. نسمعوا فيك مليح. راك تسمع فيا سي جمال. نعم نسمعوا فيك. سي جمال سيد حداد هذا عنده من 2014 وانا تكلمت يعني اول جزائريه اللي تكلمت في السيد علي حداد وقلت هذا الشخص يوم من الايام راح يتجرأ ويعود يحكم في الحكومه ويعود يعطي اوامر الحكومه ومزيد ما نكذبش عليك اعطى اوامر للحكومه. يعني في حكومه بلال كان هو اللي يامر هو اللي يحط هو اللي ينحي. وهذه قلتها وعده مرات يعني مع الصحافه مع كل الناس اللي كانوا يسمعوا فيها. ما كان حتى واحد يسمع لي، كنت تحديته وحدي وما كان حتى واحد ساندني ولا واحد سمع الكلام اللي قلته. اليوم يعني في الاجتماع اللي كان البارح في الاوتيل الوراثي اكتما فيها نسمعوا فيك انا عماه نسمعوا فيك. شوف الاجتماع اللي داروه البارح في الاوتيل الوراثي هما كلموني وسيدي السعيد عطاني وش يقول لي اذا ما حضرتيش الاجتماع حنعاقبك. يعني هذا الشيء تاع السنديكا اللي يمثل العمال. اسمحي لي سعيده نغزا باسكو هذا الشيء مهم جدا ما نخليوهاش يفوت هكاك. اولا نطلبوا منك الحذر خاطر كيف الطريق وراكي في بلاصه اللي فيها لي فيراج قالوا لي بعقلك وسوقي بالعقل. وثم البارح في الوراسي سيدي سعيد تاع لوجيتيا كونفوكا ناس تاع لي زورغانيزاسيون باترونال وتاع الاف سي او وداروا ضغط على الناس باش يسينيو بالسيف عليهم تقريب هذا السوتيان علي حداد وكيتاكدي لنا درك باللي هدك اذا ما تمشيش معاه يعاقبك. السي جمال ما درت شوف الناس اللي كانت معاه في الاجتماع ما درتش عليهم ضغوطات راحوا بالراي نتاعهم. ونزيد نعطيك عندي مام دي اس ام اس مع مسيو خلوفي اللي كتب لي اس ام اس يقول لي اسكو جو بو سيني ا فوتر بلاس جي ريبوندي قلت لهم نيجاتيف جو سين غيان دي تو يقول لي سيني ما بلاس يجي انفاي ان اس ام اس بوغ افوار اون بروف داكور. فبدي ما دارت ضغوطات اللي كانوا في الاجتماع وواحد ما كان عنده ضغوطات. عندنا تسجيل سي جمال في الاجتماع اللي داروه التسجيل والكلام اللي كانوا حاضرين الكل مسجل ما ينجموش يكذبوا لا على الشعب الجزائري ولا على تبون. بصح كاينين اخرين اللي نفس الشيء قالوا احنا كيما تاع لونيون ناسيونال دي انفستيسور. لا هذاك ما كانش حاضر. هذا قال باللي احنا ما سينيناش و ايزون فالسيفي نوتر سيناتور. شوف نعطيك الناس اللي ما كانوش حاضرين. مسيو رحيم ما كانش حاضر، مسيو دنوني ما كانش حاضر كانوا غايبين ومضاوفين في بلاصتهم. هادو زوج عباد اللي كانوا. اما الباقي اللي كانوا معاهم في الاجتماع وهما كانوا بعلم وكلم لي حتى البريزيدون تاع لا سيبار يقول لي احنا لازم احنا نديروا ضغوطات على الوزير الاول. شكون هاد الاشخاص اللي يديروا ضغوطات على الوزير الاول؟ الشيء اللي ما فهمتوش يقول لك احنا مع برنامج الرئيس وضد تبون وتبون هذا لا كاش واحد حطيناه احنا يا اخي الوزير الاول حطوا رايك الجمهوريه. بصح تظني يعني باللي هذا الناس ضد الوزير الاول. سعيده نغزا تظني باللي هذا الناس يعني بالتزوير الامضاءات وكذا يقدروا يعني يقاوموا نظام كما هذا بالاخص انه اول الوزير الاول قال جيري جوسكو بو قال ما كانش مارش اريال. واش راح يديروا بالسيناتور تاع ناس مزوره واش راح يديروا بها؟ شوف هما كانوا يظنوا باللي الاشخاص هذو راح يمديو في بلاصتهم ما يتكلموش. هما كانوا يسيو يقول لك بالك حنا اون بو فار بريسيون سيتو سيدي سعيد الى انسيتي. ما نجي ودير اون شوز سي جمال باللي الناس هادو كانوا يدو ايسيي تاع كيك شوز بصح مالوغوزمون كل رجال الاعمال ولا المناضلين في المنظمات نتاعهم راهي ضد هذا الشيء. كاع لي فيس بريزيدون تاع المنظمه اكسير ولا لا سيبا ولا تاع مراكش راهم ضد هذا الشيء. قال لك حنا ما نمشيوش معاهم لان لو كان جاو رجال انا نقولها لك لو كان جاو صح لي فغيزوم كانوا يجيو يقابلوا الوزير الاول والوزير الاول عنده من 3 ايام قال حنا نديروا حوار اللي عنده كلام مرحبا به الابواب مفتوحه.
انا لو كنت في بلاصتهم نطلب موعد من الوزير الاول ونروح نتحاور معاه، ما نخرج ضده ونغلق لاصال وندير يحب يدير ان كوديتا في 5 عباد يديروا كوديتا للجزائر. سعيدة نغزة، سيدة سعيدة نغزة، فهميني في حاجة احنا في بزاف ما فهمناهاش في الجزائر. هذا حداد كان من أقرب المقربين، كان يذبح ويحيي، كان يدير مئات الملايين الدولارات في الكونت تاعو كما يحب، حتى الخدمات اللي يسني عليها ما يخدمهاش، يدي دراهم بلا ما. صدفة ولا طلقوا عليه. وانت تعرفي باللي تبون وحده ما يقدرش يقرر حاجه كيما هكا. السيد هذا يرميه في لابوبيل. واش صرا على حسابك انت؟ كاسكي سي باسي؟ شوف نقول لك شيء، انا اللي ما نجمش نجاوب على الشيء اللي ما على باليش فيه. انا كنت عارفه وقلتها لهم يوم من الايام السيد هذا راح يولي يحكم في الجزائر، وكون تخليوه يعني ما تديرولوش حد. شوف انا نظن باللي رئيس الجمهوريه خدا قرار يعني باش ينهي هذه المهزله. اما الشيء الثاني هذاك باش نقول لك حكم تسلل، يعني شوف عطاوهم مشاريع ما تنجمش تتصور. شوف انا حضرت في واحد المشاريع لما داروا لوفيرتور دو بلي دا مشاريع يعني اون لا لوا، يعني تحدى ناس اللي كانوا اقل من 20 30 مليون اورو ودا المشاريع هذو. يعني السيد هذا كانت عنده اموال اللي كان يقدر يدير كوديتا الجزائر. ما تنساش باللي دا 1 مليار دولار ان افونس، يعني كان قادر يدير بالاموال اللي عنده. اعطوا له فرصه باش يجي يدير انقلاب للجزائر. مالوروزمون يعني ناس ما مشاتش معاه. سعيدة نغزة شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نتمنى ساعة تجي معنا في التوب 3. بقى على خير وحاذري روحك في الطريق ويعطيك الصحة. بارك الله فيك. معنا مصطفى معزوزي. merci d'être avec nous. Et nous gardons Hassan Loussif pour la fin. مصطفى معزوزي معنا. مصطفى معزوزي راح لنا. Hassan Loussif, vous êtes avec nous, Hassan? Oui, je suis là. Alors, Hassan, vous venez d'entendre ce que nous a dit Saïda Narza, que Sidi Saïd a poussé la pratique mafieuse à menacer les présidents et les responsables d'organisations patronales de signer un soutien à Ali Haddad contre le Premier ministre par la force et par la menace. Elle a dit publiquement qu'il l'a menacé, que si jamais elle ne signe pas, qu'elle le paierait très cher. Et un autre président d'une autre organisation patronale, l'UNI, Union nationale des investisseurs, a rendu public un communiqué dans lequel il dit « Nous n'avons pas signé, on a falsifié notre signature et nous nous démarquons d'une telle initiative. » Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces pratiques, Hassan? D'abord, je voudrais répondre sur un point. Oui, bien sûr. Je voudrais dire par rapport à ce personnel que l'on nous propose comme association de la scène publique en Algérie, que c'est un personnel à obsolescence programmée. Deuxièmement, par rapport à ces pratiques, aux pratiques d'Abdelmajid Sidi Saïd, voilà, ces pratiques mafieuses et tout, elles répondent à la logique de l'informel, du fonctionnement informel du système. Donc cela n'est vraiment pas étonnant. Troisième élément, même si on dit que l'armée garde son mutisme, il ne faut pas qu'on oublie qu'en Algérie, d'ailleurs je reviens à cette déclaration de Tebboune qui disait que la séparation entre le pouvoir politique et l'argent était dans l'action du gouvernement. Il y a deux éléments ici, le pouvoir politique et l'argent. Nous ne devons pas oublier que le politique a été assujetti aux militaires et que l'exercice de la souveraineté en Algérie est assuré au sein de l'espace militaire clos du régime. Or, le régime, cet exercice-là est intimement lié à l'argent parce que le régime, évoluant dans un système illégitime, tire sa force, sa puissance de l'argent. Et de l'autre côté, à défaut d'être représentatif de la société,
il a toujours procédé à son contrôle par le biais de la police politique. Maintenant, je voudrais revenir, si vous me permettez, à Sidi Jamaldine, au piège historique. C'est ce qui me semble important. C'est que d'un côté, nous avons l'héritage du système, la question de l'héritage du système présenté sous forme d'après Bouteflika, dont on a parlé tout à l'heure. Et de l'autre côté, nous avons la condition de la société qui se trouve incapable de fournir au pays un modèle de production de son histoire. Or, il est impératif de sortir de ce piège. Comment faire pour s'en sortir? Parce que ce piège peut être mortel pour nous. Il s'agit premièrement de lancer le processus de construction, de métamorphose démocratique, sociale et politique. Au niveau social, il s'agit de lancer le processus de construction de la légitimité, à commencer à l'échelle individuelle. Je ne parle pas des individus de par son existence. Chacun de nous est légitime de par son existence. Mais je parle de l'être social et de l'être politique au sein de chacun de nous. Or, dans ce processus, il est question de remettre au cœur de tout ce qu'on fait, de notre action, le sens de l'honneur. Il est question de réhabiliter la compétence, la cohérence et l'humilité. Mais Hassan Lossef, comment faire dans un tel système où rien n'est consacré véritablement en termes de séparation des pouvoirs, en termes de constitution, en termes d'élections, de transparence dans les élections, en termes de grands équilibres économiques, où rien ne repose sur du vrai, sauf sur la rente qui provient de la seule ressource hydrocarbure. Comment voulez-vous arriver à de tels idéaux alors que tout ça n'existe pas? Je lance un appel, si vous le permettez. Oui. Je lance un appel à tous les enfants qui aiment profondément l'Algérie, à tous les militants sincères, qu'ils soient des militants politiques, qu'ils soient des associatifs, qu'ils soient des militants du syndicalisme et de toute organisation autonome au sein de la société. Je leur lance l'appel d'ouvrir des espaces de débat pour construire de nouvelles formes collectives de légitimité. Pourquoi? Parce qu'une telle dynamique est à même de lancer une métamorphose de la société de façon à permettre à cette société de renouveler son être collectif, de se doter d'un langage, d'un mode de fonctionnement et de codes lui permettant de répondre aux défis de notre époque. Allô? Oui, Hassan, on a bien entendu. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je présente nos excuses auprès de nos autres invités. Nous avions prévu 6 invités pour intervenir, pour avoir des sons de cloche différents. Comme on dit, malheureusement, il y a eu un gros problème de téléphone avec l'Algérie. Ça arrive de temps en temps. Je suis vraiment désolé. J'espère que nous n'aurons plus ce genre de problème. Donc cette émission arrive à la fin. Je vous remercie beaucoup, mes chers téléspectateurs, de nous avoir prêté votre attention. Mais avant de vous quitter, juste comme ça, pour montrer que rien n'est acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, comme a dit le poète, je voulais vous montrer une vidéo d'1 minute sur M. Bouteflika. Et je vous demande de vous rappeler, en la regardant, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est devenu aujourd'hui. كان لي الشرف أن كنت من أصدقاء الرئيس عبد الناصر، وكان لي الشرف أنني كنت ممن تحاور مع كينيدي ومع كروتشيف، وكان لي الشرف
أنني كنت متحاور مع ماو تسي تونغ وكوشوالاي، وكان لي الشرف أنني كنت متحاور مع فيدل كاسترو وتشي جيفارا، وكان لي الشرف أن تحاورت مع ديغول وبومبيدو وجيسكار ديستان، وكان لي الشرف أن عرفت ويلي براند وعرفت كذلك كرايسكي. كان لي الشرف أن كنت من أعز أصدقاء أولاف بالم. كان لي الشرف أن كنت صديق العظماء يوم كانت العظمة لها معنى في هذا العالم.